l'Union européenne s'apprête à attaquer le Niger. Pendant qu'on est focalisé sur ce qui se passe au Moyen-Orient, ils sont en train de s'organiser en Europe pour libérer Bazoum, reprendre le contrôle du Niger et vaquer à leurs occupations de pillage. Nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Avec ce chantier du siècle, on va faire pour nos enfants ce que nos parents ont fait pour nous. Quand on se lève le matin, on sait à quoi on contribue pour notre pays. La France croit dans le nucléaire, elle fait plus qu'y croire, elle pratique, elle avance. Donc on enlève. Emmanuel Macron a annoncé une intensification de leur programme nucléaire, donc qui dit nucléaire dit uranium. Pour ce faire, il faudrait que le Niger soit attaqué pour qu'ils puissent piller l'uranium du Niger comme ils l'ont fait pendant des décennies impunément. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Penser le Monde. Depuis quelques jours, il y a une séquence politique qui fait beaucoup parler autour du Niger, autour de Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu, de l'Union européenne et derrière tout ça, la même chose, le même élément, l'uranium. Officiellement, ce qui se passe le 12 mars 2026 à Strasbourg, c'est une résolution non contraignante du Parlement européen. Officiellement, ils nous disent que c'est un texte qui se contente juste de condamner la détention de Mohamed Bazoum et d'exiger sa libération immédiate et inconditionnelle. Officiellement encore, il s'agit donc d'une affaire de démocratie, de droits humains, de retour à l'ordre constitutionnel, de la stabilité du Sahel. Nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Voilà, c'est ça, c'est la façade, l'habitude. On connaît ce discours. C'est l'emballage, non? C'est ça que je vous ai présenté, c'est l'emballage. Le papier cadeau. Mais derrière ces grands mots, il faut regarder le calendrier, les intérêts, les ressources et surtout la brutalité des rapports de force internationaux. Et quand on fait cet effort, vraiment, c'est pas dur. On comprend que cette affaire ne tombe pas du ciel. Pour saisir ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, il faut repartir au début. Le 26 juillet 2023, à Niamey, le pouvoir bascule. Mohamed Bazoum, président choisi par la France depuis le 2 avril 2021, est renversé par la garde présidentielle sous la direction d'Abdourahmane Tiani. Bazoum et son épouse Hadiza sont alors placés dans la résidence présidentielle où ils restent détenus pendant de longs mois. Les institutions du pays sont d'abord dissoutes, la constitution est suspendue et une nouvelle phase politique
s'ouvre au Niger. À partir de là, l'Occident présente immédiatement la situation comme une rupture démocratique inacceptable. Oui, là, c'est inacceptable. En Ukraine, ce n'est pas inacceptable. Partout ailleurs où vous êtes les amis de l'Occident, ce n'est pas inacceptable. Là-bas, ça va, c'est compréhensible, c'est stratégique et patati et patata. Mais au Niger, c'est inacceptable. Maintenant, du point de vue du Niger, ce moment marque surtout le début d'une prise en main nationale face à un vieux système de dépendance. Et dans ce système, l'uranium n'est pas un détail. C'est le cœur du sujet. C'est même d'une certaine façon la vraie langue dans laquelle cette crise est en train de parler. Même quand on fait semblant de parler de démocratie. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, je vous présente Holacraft, notre plateforme de formation dédiée à 100% aux compétences numériques. Que vous vouliez maîtriser le dessin animé, le montage vidéo, faire du contenu sur YouTube, la programmation ou même la création de miniatures, tout est là. On ajoute de nouveaux modules constamment pour couvrir tous les sujets des métiers du digital. Il est possible de payer où que vous soyez dans le monde par mobile money, carte bancaire, Google Pay, Apple Pay et bien d'autres. Aucune barrière, vous pouvez commencer quand vous voulez. Et pour ceux qui veulent encore plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne secondaire Archives du Monde où j'explique des sujets différents que ce que vous trouvez ici. Tous les liens sont en description et en commentaire épinglé. Allez-y jeter un œil et maintenant, on reprend le sujet. Entre 2024 et juin 2025, le Niger va progressivement s'attaquer au dossier central, la maîtrise de ses ressources stratégiques. La société Somaïr, filiale d'Orano, ex-Areva, contrôlée à 63,4% par la partie française, est nationalisée par le Niger. Les permis d'Orano d'exploitation du territoire du Niger sont révoqués. Niamey accuse ouvertement la France d'avoir pillé le pays pendant plus d'un demi-siècle. Le problème pour la France et plus largement pour l'Europe, c'est que ce tournant du Niger arrive pile au mauvais moment. C'est-à-dire le moment où il ne faut pas que ça arrive là. C'est là que c'est arrivé. Parce qu'avant la rupture, le Niger représentait environ la moitié de l'uranium de l'Europe, oui, de toute l'Union européenne, et une part importante des approvisionnements français sur la période de 2005 à 2023. La séquence de 2025 est donc capitale, parce qu'environ 1000 tonnes de yellow cake concentré, c'est-à-dire le concentré d'uranium là, se retrouvent désormais stockés à l'aéroport international de Niamey, plus précisément dans l'environnement de la base aérienne 101, adjacente à l'aéroport Diori Amani. En septembre 2025, un arbitrage du ICSID ordonne le blocage de ces exportations du yellow cake en question. En clair, le Niger ne peut ni vendre ni transférer librement ce stock dans les conditions voulues par l'ordre juridique international défendu par les puissances occidentales. Donc, dans l'ordre occidental, tout simplement. Sauf que du point de vue souverainiste du Niger, cet arbitrage n'est rien d'autre qu'un instrument de contrainte extérieure. Puis arrive le moment qui éclaire toute l'affaire. Le 10 mars 2026, à Paris, lors du sommet de l'énergie nucléaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Ursula von der Leyen, la grande, avec tous les noms qu'on lui attribue, déclare que la réduction du nucléaire en Europe était une erreur stratégique. Emmanuel Macron, lui, il insiste sur le renforcement des capacités nucléaires de la France. J'appelle chaque acteur, public et privé, à prendre sa part pour continuer de mobiliser les investissements en la matière. À ce titre, je salue les engagements qui sont pris dans les déclarations des institutions financières pour ce sommet. J'appelle aussi les banques et les fonds d'investissement qui doivent faire un effort, du capital risque pour les projets les plus risqués jusqu'aux schémas les plus classiques, comme c'est très bien fait au Royaume-Uni. Depuis quelques années, le nucléaire est mieux intégré dans les législations, les stratégies européennes, et je veux vous en remercier, Madame la Présidente, chère Ursula. La semaine dernière encore, dans le règlement accélérateur industriel, ce fut le cas. C'est une avancée majeure, indispensable, qui va vers la neutralité technologique dont nous avons besoin. Je salue aussi l'inclusion partielle du nucléaire dans la taxonomie européenne des investissements, qui a été une étape importante. Mais nous devons aller un cran plus loin en incluant la totalité du cycle dans cette neutralité technologique, de la fabrication du combustible à son retraitement. Or, aujourd'hui, l'amont et l'aval étant encore exclus, nous ne sommes pas totalement dans la neutralité technologique et nous ne pouvons pas totalement être dans l'efficacité de nos financements. Nous devons aller aussi plus loin vers la neutralité technologique que j'évoquais. Les aides d'État, les mécanismes de soutien doivent être pleinement consolidés dans notre cadre européen pour assurer la réussite des projets nucléaires, du nouveau nucléaire OSMR, au même titre que les énergies renouvelables. La neutralité technologique est clé en la matière. Ça là, ce n'est pas une petite phrase lancée en l'air. Ça intervient dans un contexte de crise énergétique aggravée par la guerre en Iran.
avec un marché sous tension, des prix qui flambent. L'Europe qui redécouvre soudain que sans énergie stable, son autonomie est une fiction. Sans parler de la guerre contre l'Ukraine où ils ont encore dépensé des milliards. La France, dont environ 70% de son électricité repose sur le nucléaire, veut lancer sa filiale, construire de nouvelles centrales, sécuriser davantage l'enrichissement domestique et éviter d'acheter cet uranium. Ils veulent continuer à prendre ça gratuitement. 2 jours plus tard, le 12 mars 2026, le Parlement européen adopte à Strasbourg la résolution P10TA 2026-0082 avec 524 voix pour. Le texte exige la libération immédiate de Bazoum et de son épouse. Le texte condamne la répression contre l'opposition, les médias et la société civile. Le texte condamne la suspension de la Constitution, les menaces de peine de mort pour haute trahison. Le texte s'inquiète de la dégradation sécuritaire et de la crise humanitaire. Forcément, ils appellent au rétablissement de l'ordre démocratique ainsi qu'à des élections libres. Le langage diplomatique adore cacher les rapports de force matérielle derrière des principes universels. Voilà. C'est comme ça qu'ils crachent ce genre de mots. On ne dit pas « nous avons perdu une ressource stratégique ». On dit « nous défendons des valeurs ». On ne dit pas « nous voulons reprendre l'accès à une matière première critique ». On dit « nous sommes préoccupés par l'absence de démocratie ». Et ici, la coïncidence entre la relance nucléaire européenne le 10 mars, donc ce qu'ils ont annoncé qu'ils veulent relancer là, et la résolution du 12 mars pour condamner le Niger, la coïncidence est trop lourde pour être traitée comme le hasard. Ce n'est pas du hasard, surtout dans un contexte où le Niger a déjà nationalisé Somaïr, révoqué les permis d'Orano, bloqué de fait un circuit ancien et transformer son uranium en ressource de souveraineté. Cette résolution est un instrument de pression. Le 13 mars 2026, la réponse du Niger tombe immédiatement. La chargée des affaires de l'Union européenne à Niamey, Nicoletta Avela, est convoquée au ministère des Affaires étrangères. Une lettre officielle de protestation lui est remise. Le Niger condamne fermement ce qui est une ingérence dans les affaires intérieures. Le Niger dénonce une attitude paternaliste et condescendante et rappelle une ligne politique désormais claire. Aucune directive extérieure ne sera acceptée. Aucune pression, rien. Dans quelles conditions se trouve le président? Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant. Cette réaction du Niger est cohérente avec toute la doctrine souverainiste installée depuis 2023. Il faut aussi comprendre que dans cette lecture, Bazoum n'est pas seulement un homme détenu, un président déchu. Il devient un point de cristallisation géopolitique. Pour l'Union européenne, il incarne le président à rétablir, le valet. Pour les autorités nigériennes, il est un traître, une personne qui ne doit jamais reprendre le pouvoir, au point où il y a même un procès pour haute trahison qui est préparé, même si son mandat, en théorie, expire le 2 avril 2026. Le cœur de la bataille, c'est surtout le statut concret de l'uranium du Niger bloqué à Niamey, la perte de contrôle d'Orano sur les mines nigériennes et la manière dont le Niger essaie de reconstruire un circuit de souveraineté autour de sa propre ressource. C'est ça en fait qui est en train de rendre malades les Européens. Tant qu'on ne comprend pas cela, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que cette question provoque autant de crispation. C'est une bataille sur le droit de posséder, de vendre, de fixer les prix, de choisir ses partenaires, de choisir ses clients et donc de décider enfin de la valeur réelle d'une richesse nationale. Le stock d'environ 1000 tonnes de yellow cake situé à Niamey est aussi au centre de l'affaire parce que ce stock a été transféré à la fin de l'année 2025 depuis la mine de Somaïr à Arlit vers la base 101. Adjacente à l'aéroport international Diori-Amani de Niamey. Juridiquement, la situation est explosive. L'ICSID, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, a émis donc en septembre 2025 une mesure provisoire qui interdit la vente ou le transfert de ce stock.
à des tierces sans l'accord d'Orano. C'est ça que les instances occidentales ont décidé. Dans la logique du pouvoir du Niger, cette décision n'a pas de légitimité supérieure à la souveraineté nationale du pays. Et c'est donc là tout le conflit. L'Occident pense qu'ils peuvent décider et les autres pays doivent juste s'aligner. À ce stade, la question décisive devient donc la suivante. Si le Niger a repris ses mines, s'il rejette l'autorité des instances internationales, s'il garde le stock physiquement à Niamey, comment est-ce qu'il va pouvoir vendre son uranium? Et là intervient la Russie et dans une moindre mesure, plus prudente en tout cas, la Chine. Juillet 2025 marque une étape importante avec la signature d'un mémorandum d'entente entre Rosatom et le ministère nigérien de l'énergie pour une coopération nucléaire civile. Officiellement, ça porte sur la création de centrales, la formation des personnes, même la formation dans ce qu'on appelle la médecine nucléaire. La Russie est un partenaire privilégié pour aider le Niger à valoriser l'uranium nationalisé et à sortir de la dépendance à Orano. Ce n'est pas juste un changement de fournisseur ou de client, c'est un basculement géopolitique. Rosatom n'est pas une petite entreprise venue acheter discrètement quelques cargaisons. Rosatom, c'est l'État russe projeté dans le domaine nucléaire mondial. Ça signifie que si le Niger parvient à écouler une partie de son uranium via ce partenariat, il ne s'agira pas seulement d'un contrat commercial. Il s'agira d'un contrat plus global avec des transferts de technologie. La Chine, de son côté, apparaît davantage comme un partenaire potentiel que comme un partenaire déjà consolidé sur ce dossier précis du nucléaire. Le Niger ne veut plus seulement vendre de l'uranium. Il veut en redéfinir la valeur selon ses propres intérêts et il cherche des partenaires capables d'accepter cette revalorisation. Il y a aussi un point particulièrement intéressant dans la ligne du Niger. Selon certaines déclarations attribuées au général Tiani et relayées par plusieurs sources africaines et russes, le Niger se dit prêt à restituer une partie du stock à Orano, à environ 95 tonnes. C'est la quote-part de Orano avant que le Niger ne nationalise l'entreprise et donc ne commence à exporter lui-même l'uranium. Donc l'uranium que Orano avait exporté à son temps, le Niger propose de lui donner ça, 63,5% des parts, soit 95 tonnes. Cette stratégie pensée par le Niger est très habile. Certains m'ont dit pourquoi est-ce qu'il donne même. J'explique. Parce que ça permet au Niger d'apparaître non pas comme un acteur fermé ou irrationnel, mais comme un pays souverain, un pouvoir qui réfléchit et donc qui choisit des gestes d'ouverture sans toutefois se laisser marcher dessus. Vous l'avez compris, tout ça s'inscrit dans une recomposition plus profonde du Niger, de l'AES et plus largement du Sahel. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement le sort d'un ancien président ou le contrôle des stocks du Yellow Cake. Ce qui se joue, c'est une tentative d'un État de sortir de l'ordre ancien où la légitimité venait de la reconnaissance extérieure. Maintenant, ils veulent entrer dans ce qu'on appelle la souveraineté, une souveraineté réelle. Le Niger a botté en touche les affaires des élections présidentielles là. Aucune élection présidentielle n'est prévue pour avril 2026. Aucun retour rapide au multipartisme n'apparaît à l'horizon. Vraiment rien. Rien dans la ligne souverainiste actuelle n'est en train de parler de tous ces trucs qui embrouillent et qui permettent même la déstabilisation. Le discours du pouvoir ne parle pas de prolongation indéfinie dans les termes occidentaux, mais explique que le retour à l'ordre institutionnel se fera selon le calendrier du Niger et non pas selon une injonction étrangère ou des exigences européennes. Et il faut bien qu'on mesure le niveau du changement. Quand un État cesse d'avoir peur symboliquement, beaucoup de mécanismes de domination commencent à se fissurer. Bien sûr, cela ne rend pas le pays invulnérable. Le Niger reste confronté à d'énormes contraintes, à des guerres asymétriques terribles. Mais le plus grand changement est ailleurs. Niamey a cessé de considérer que la validation occidentale était la condition suprême de sa légitimité. Et ça, c'est une révolution à l'échelle du logiciel politique africain hérité de l'après-indépendance, post-coloniale. C'est aussi pour ça qu'il faut prendre très au sérieux la dimension narrative de cette affaire. L'Occident raconte l'histoire de cette manière. Un président élu est détenu, la démocratie est piétinée, les libertés sont réprimées, l'ordre constitutionnel doit être restauré. Le Niger, dans cette vague de souveraineté, raconte l'histoire autrement. Un pays a repris son destin en main, récupéré ses ressources, brisé un vieux pacte inégal, mis hors d'état de nuire un traître qui vendait les ressources du pays, et ce pays subit désormais une campagne d'ingérence habillée en leçons de morale. Les deux récits coexistent, mais ils ne pèsent pas de la même manière en fonction du public et en fonction de celui qui l'entend. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.